Bonjour Lynn Gosselin, bienvenue à cette belle conférence où je m'entretiens avec Gaétan Desroches, chef de la direction Solio Groupe Coopératif, Jean Bédard, président, chef de la direction Groupe Sport Seine, et Serge Dubois, cofondateur Appalaches Nature. Bonjour les trois. Bonjour. 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 Donc, cette semaine, on clôt la semaine et on avait un thème qui était « Être présent ». Et être présent pour les clients, être présent en ligne, être présent à soi-même, parce qu'il ne faut pas s'oublier dans tout ce que l'on vit, être présent pour ses employés et voir à travers les défis qu'on vient de vivre dans la dernière année, comment en alimentaire on l'a vécu. Et j'avais le goût de vous entendre là-dessus, chacun de vous, et que vous me disiez qu'est-ce qui se passe dans vos organisations et surtout peut-être me répondre à une question, un élément fondamental que vous avez modifié, changé dans vos façons de faire qui fait que vos organisations se sont modernisées, renouvelées. Fait que là, je lance la première question à Jean Bédard. Je sais que Jean, beaucoup de choses se sont passées dans la dernière année. Fait que je t'envoie la question, mais j'invite les deux autres. Là, on a une discussion entre nous. Là, on est autour d'une table. Donc, évidemment, bonjour à tout le monde. Écoutez, c'est sûr que nous... tout s'est arrêté à peu près le 12 mars. Là, je présentais, c'est anecdotique, mais le matin même, mon plan stratégique à tout mon conseil d'administration, mon plan de 5 ans, ça faisait 6 mois qu'on travaillait là-dessus. Évidemment, sans savoir qu'on aurait à gérer une crise d'une telle ampleur. Je dirais que les choses à date, là, avec du recul un peu, qui ont changé, c'est qu'il y a encore beaucoup plus de communication avec mon équipe. Moi, dès que c'est arrivé, cette crise-là, on a commencé une habitude de se parler à tous les matins à 8 heures. Sujet ou pas sujet à l'ordre du jour, parce que tout évoluait extrêmement rapidement. Évidemment, aussi, communication avec tout l'ensemble de notre réseau, des communications hebdomadaires, évidemment, par les nouveaux moyens technologiques là, qui sont maintenant à notre disposition, puis aussi à toute notre plateforme employée où j'adressais là, à peu près toutes les 2 semaines à tous mes employés là, un peu l'état de la situation. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a utilisé beaucoup, qu'on continue de faire d'ailleurs. La semaine prochaine, on fait notre congrès annuel virtuel de 4 jours parce que c'était quelque chose qu'on avait d'habitude à faire, donc on faisait en personne évidemment. Donc, s'il y a quelque chose à date qui a changé dans nos façons de faire, c'est la fréquence de nos rencontres. Les gens vraiment ont besoin d'échanger, d'écouter. Puis après ça, il y a beaucoup d'autres choses, là, mais je vais laisser sûrement à mes collègues, eux autres également. On va revenir sur les autres choses. Différentes, mais sûrement aussi des choses qui ont changé. Moi, je ne voudrais pas revenir sur ce que Jean a mentionné parce qu'effectivement, la communication est devenue un peu le facteur clé de succès dans toute cette crise-là. Mais si je prends un autre sujet que nous, on a réalisé, évidemment, on est sur toute la chaîne de valeur au complet. Et puis, je vous dirais qu'on a vu l'importance de la logistique dans toute la production. Et un volet peut-être qu'on n'aborde pas souvent, mais nous, évidemment, on est une coopérative de producteurs agricoles et on a vu l'importance d'avoir des outils de commercialisation, mais surtout d'abattage au Québec. Il fallait les garder si on veut avoir la fameuse souveraineté alimentaire. On a besoin de réussir à transformer ces produits-là qui sont produits par des produits. Excellent. Fait que la communication, la logistique. Et Serge, de votre côté? De notre côté, c'est sûr que c'est un peu comme tout le monde, on est surpris. Puis, on a des employés qui sont inquiets. On attendait de voir qu'est-ce qu'il en était. Fait le but, c'était ça, c'est de faire des rencontres pour sécuriser les gens. Puis en même temps, d'être imaginatif dans toutes les méthodes qu'on pouvait mettre en place, puis de les faire participer, puis de les faire élaborer là-dedans. Alors, on a commencé même à se mettre des petits cols en verre, tout le monde, qui y avait un petit message qu'il fallait garder les distances, tout ça. C'est déboussolant parce qu'en même temps, nous, c'est une entreprise qui est quand même jeune. On l'a construit, le nouveau projet, ça va faire 2 ans. Fait que on souhaitait pas qu'on arrête les productions. Fait que c'est sûr que dans notre cas, on s'en est bien sorti à ce niveau-là. Étant donné qu'on avait des partenaires de la France dès le départ,
Ben nous, le système de communication via Zoom, via Skype, tout ça, ça faisait déjà tout le monde avait déjà son portable. Fait que au mois d'avril, tout le monde est parti à la maison dans les bureaux. Ils sont pas revenus. Il y en a plein que j'ai pas revus encore du tout. OK. Fait que juste pour positionner, ça va être le fun de voir par rapport aux tailles de vos entreprises. Fait que je vous demanderai à chacun, en commençant par Jean, parce que l'aspect communication dans une structure ou une organisation, de combien d'employés en tout que vous avez chez vous? Bien, en fait, je dirais le 12 mars, on avait quasiment 3000. Là, je dirais qu'en ce moment, on est à peu près à peut-être 500 employés. Quand même. Évidemment, on est à préparer la réouverture des salles à manger. Puis je dirais que on essaie quand même de garder le contact avec tous ces employés-là. On est très conscient qu'il y en a, au début, les premiers mois, c'est pas grave, c'est pas long, mais là, évidemment, la deuxième vague, je pense qu'elle va nous avoir fait un peu plus mal au niveau des ressources humaines. Il y en a qui sont en train, évidemment, qui le font, qui changent carrément de secteur. Donc, c'est une assez grande taille et je pense, je dirais que ce qui nous inquiète le plus de la réouverture, c'est d'avoir les équipes. On avait des bonnes équipes, nous, là, avant le 12 mars. Ça roulait, on s'en allait sur notre meilleure année de notre histoire. Mais dans quel état va être le réseau? Fait qu'on on a encouragé beaucoup nos gestionnaires à appeler à chaque semaine les employés juste pour prendre leurs nouvelles. Parce que chacun vit cette crise-là de façon... Bon, il y en a que ça peut être financier, il y en a que c'est de l'anxiété, il y en a qui peuvent avoir des gens qui sont malades autour d'eux. On s'est dit, je pense que ça va être un bon investissement. Quand le retour, quand ça va revenir, les gens vont nous juger sur la façon qu'on va avoir traité nos employés pendant cette période difficile. On a mis beaucoup de temps. Mon équipe de ressources humaines, j'ai gardé quand même beaucoup de personnel justement pour m'assurer de ça parce que les bâtisses vont être encore là. Je veux dire, physiquement, ce ne sera pas un problème, mais c'est vraiment, on est dans une industrie, nous autres, c'est une industrie de monde. Notre chaîne de production, c'est des employés. Et c'est ça, là, je pense, qui est le plus fragile en ce moment, qui nous préoccupe le plus, mais en même temps, je pense qu'on a fait quand même beaucoup d'efforts pour s'assurer quand on va repartir qu'on a assez de bonnes compétences là, pour bien continuer de livrer l'expérience. OK, fait que ça, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Donc, la communication, effectivement, pour garder notre esprit d'équipe. Et là, Gaétan, de votre côté, vous autres, vous avez la logistique, puis vous êtes une grosseur d'entreprise à un fort nombre de personnes. Combien vous êtes chez Solio? 16 000. Donc, la logistique prend tout son sens aussi quand on est 16 000 employés. Et est-ce que le phénomène de communication pour avoir une bonne logistique s'applique encore à un autre niveau aussi de votre côté dans ce que l'on vit présentement? Donc, par rapport à ce que Jean vient de nous expliquer, nous, c'est complètement différent parce qu'on a toujours été en opération, on n'a jamais arrêté, comme on était vraiment dans les mesures essentielles. Et puis, quand j'ai appris que le Québec se mettait sur pause, j'étais en Europe et puis là, j'ai reçu un appel téléphonique de nos divisions disant qu'est-ce qu'on fait demain matin, qu'est-ce qu'on fait avec les employés, comment on s'organise, les gens qui restent chez eux, comment est-ce qu'on les traite au point de vue salarial, etc. Fait que nous, notre positionnement était très différent. La première décision qu'on a prise, c'est de mettre tout le monde en télétravail. Heureusement, on était déjà avec les technologies, là, avec Microsoft qui nous permettait de le faire. On était prêts d'y aller au télétravail. Je dirais que ça a été la partie assez facile parce que la technologie était là. Ce qui a été le plus difficile, c'est dans les usines. Parce qu'évidemment, on parle d'usines avec plus de 1000 employés qui sont côte à côte. Et puis là, les communications, et là, je rejoins Jean, les communications sont super importantes parce que oui, les employés sont inquiets. Et là, il fallait communiquer dans notre cas aussi avec la santé publique. Il fallait communiquer avec les syndicats. Il fallait communiquer, évidemment, avec les municipalités parce que quand on a eu une éclosion à Yamachiche, tout le monde dans le village était assez inquiet. Évidemment, notre conseil d'administration, toutes nos parties prenantes, y compris le gouvernement, parce que le gouvernement ne voulait pas faire d'abattage humanitaire. Fait que nous, ça a été beaucoup plus vraiment, je dirais que nous, on a comme passé la phase d'adaptation là, que Jean s'apprête à vivre. Je vous dirais que nous, on l'a vécu au début de la pandémie, avec évidemment des mesures à mettre en place. Ça nous a coûté
plusieurs millions pour s'assurer que les employés soient sécuritaires et puis que les choses aillent bien. Mais la communication, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. La communication avec les producteurs de porc pour leur expliquer la situation, qu'il faut qu'ils gardent leur porc plus longtemps, que ce soit avec les employés, etc. Donc, je dirais que la grande différence, il fallait s'arranger pour continuer d'être en opération. Nous, contrairement à d'autres secteurs, on ne pouvait pas arrêter. Si on arrêtait, la chaîne se brisait et puis on était vraiment mal pris. Donc, ce qui est intéressant de ce que j'entends, c'est qu'il y a comme un déphasage dans ce que vous vivez. Fait que ça, on va pouvoir faire du pouce là-dessus tantôt. Mais la communication est quand même névralgique dans les deux situations que vous avez vécues. Fait que c'est intéressant. Puis là, je vais demander à Serge. Serge, une entreprise de combien de personnes exactement? 50, je crois? Nous autres, on est 50 personnes. Fait que c'est sûr que c'est pas les mêmes dimensions. Hein. Les gens, on est beaucoup plus proches parce qu'on est avec eux tous les jours impliqués. C'est sûr que nous, dans le fond, on était à l'affût de tout ce qui pouvait s'améliorer pour qu'on détecte les cas. Puis on demandait vraiment à notre monde de faire attention à la maison pour que ça soit en groupe, pour que ça soit fait en équipe. Puis on a eu une bonne réaction des gens. Fait que puis juste par exemple, on entendait les détections au niveau des températures, tout ça à l'entrée. Étant donné que c'était une petite place, nous, ce qu'on a fait, c'est que première chose, c'est qu'on a mis chacun un petit bac. Fait que chaque personne avait son petit bac avec son thermomètre pour qu'il prenne lui-même ses températures. Parce que sans ça, il fallait mettre quelqu'un en place. Mais quand tu as des gens qui sont une petite équipe, tu peux avoir un suivi. Aujourd'hui, ils se mettent la figure dans un lecteur, puis tout se fait autonome. Mais c'est diviser les lunchrooms, d'avoir un effet de... On a fait une espèce de grosse table ronde avec toutes les tables. Fait que ça a donné une autre dynamique. On essaie de rendre ça le fun là-dessus. Puis c'est de garder le moral puis de sécuriser les gens. On est chanceux. Dans notre cas, on a zéro cas de COVID chez nous. On se croise les doigts. Mais on essaie de garder ça le plus efficace possible. Puis dans l'objectif, justement, parce que c'est de garder les équipes mobilisées, fait que la communication, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est le nerf de la guerre, mais selon les grosseurs d'entreprise que vous avez, est-ce que de garder les équipes motivées, de s'assurer que le monde a le goût de continuer puis que la crainte embarque pas trop dans les opérations, comment on fait ça chez Solio, Gaétan? Premièrement, il y a les cols blancs et les cols bleus. Ça, il y a une différence vraiment entre les deux. Je vous dirais que si je prends les personnels de bureau, on utilise Office Vibe pour calculer la confiance des gens puis voir comment est-ce qu'ils se sentent. Puis ça surprenamment, ça l'a augmenté. C'est-à-dire les gens sont vraiment bien, là, puis on n'a pas vu de problème. Là, on commence à en voir avec la phase 2. Là, les gens commencent à être tannés d'être à la maison. Okay. Pour tous les syndiqués, ça, c'était autre chose. Eux, il a fallu vraiment les sécuriser. Et puis, tantôt, Serge, tu parlais de petits bacs. Là. Nous, évidemment, ça a été un peu plus compliqué. Là. On est allé il a fallu engager des médecins, on a des infirmières. Et évidemment, on avait la santé publique avec nous là, qui nous a vraiment aidés là-dessus. Par contre, il faut que je sois resté positif. Je ne peux pas dire qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues parce qu'évidemment, le gouvernement tenait à ce qu'on reste ouvert. Là, mais, donc, c'est deux choses complètement différentes. Les employés de bureau, la motivation, elle était excellente. Le télétravail s'est mis en place et puis il va rester là, pour une bonne partie. Pas à 100%, probablement 3 jours semaine pour le télétravail. Puis pour ce qui est des employés syndiqués, bien là, c'était... Il y a eu toute la saison des primes aussi là, qu'on a vu, qu'on a vécu. C'est vécu de différentes manières. Il y a certains employés dans des divisions, on n'a pas donné de primes, mais plutôt on les a encouragés avec des paniers alimentaires là, qu'on leur a permis d'avoir accès là, via les divisions. Puis, Jean, de ton côté, quand tu as du délestage, tu sais, je veux dire, il y avait 3000 employés au début, vous êtes tombé à 500, de garder une motivation puis un spirit. On fait ça comment dans le quotidien? Premièrement, je me disais toujours, moi, le monde, il regardait beaucoup comment je filais.
Parce que évidemment, si le boss est découragé, c'est assez difficile après ça pour les employés de voir une certaine lumière. Fait que, premièrement, j'essayais d'être le plus transparent possible sur la situation, mais en même temps, de dire qu'on travaillait sur ce qu'on pouvait faire, puis qu'il y a des choses qu'on pouvait quand même continuer de contrôler. Puis moi, j'étais le style à lancer des projets, parce que je me disais, si le monde pense à ça, ben ils vont moins penser à COVID. Fait qu'on on a essayé un paquet d'affaires au début. Puis je pense qu'on va sortir avec des nouvelles choses, mais au début, au niveau de l'innovation, on allait vite, puis c'était des affaires, tu regardes ça avec du recul, ça tenait pas debout ce qu'on voulait faire, puis on essayait des choses. Puis ça nous permettait de dire à nos gens, ben écoutez, il faut continuer d'innover. Les gens vont continuer de se nourrir. Ils vont se nourrir de façon différente. Puis c'est à nous, je me disais, j'ai des cuisines, j'ai des cuisiniers, j'ai du monde qui sont prêts à travailler. Le monde, il consomme de façon différente. Comment nous, on pourrait un peu, pas capitaliser là-dessus, mais préparer des nouvelles business. Puis c'est là qu'on a initié un peu ce qu'on appelle la cage chez vous, qui est un peu... nous autres, c'est difficile parce que on est un endroit où les gens venaient chez nous pour socialiser. Là. Ils ne venaient pas pour se nourrir, mais ils venaient pour socialiser. J'ai des gens qui aiment beaucoup le social en partant. Du jour au lendemain, on coupe leur raison d'être. Eux autres, d'aller à travailler, c'était le fun. C'est un environnement le fun. En plus de ça, ils étaient privés d'y aller, d'être obligés de rester chez eux. Fait qu'on essayait Bon, moi, j'essayais d'arriver avec des nouvelles affaires, des nouveaux projets, en nous disant que ce serait quelque chose quand même long, qu'on voyait qu'au début, c'était très, très difficile, puis j'étais clair là-dedans. Mais avec du recul, je ne pouvais pas arriver là et dire, me mettre à chialer, moi, de mon côté. Puis imaginez l'impact que ça a eu sur mes gens. Ils m'ont dit, moi, je ne veux plus travailler dans ce domaine-là. On va changer d'idée. C'est comme ça qu'on a travaillé. Puis encore aujourd'hui, la semaine prochaine, là, les opérateurs vont rester surpris. Eux autres, on a préparé un congrès, là, on repart la machine, là, puis ils vont se rendre compte vraiment qu'on est prêt. Là, puis c'est ça qu'il faut donner, cet espoir-là à nos gens, là, qu'il y a un retour à la normale. Puis je le dis toujours, on va avoir été sur pause pendant 1 an, on aura sauvé les dégâts au niveau financier. Puis c'était le fun de travailler le 12 mars à la cage, ça va être le fun le 15 mars 2021, d'une façon différente, mais ça va continuer d'être le fun. Mais c'est ça, je pense que ça nous a exigé de ralentir d'une certaine manière pour essayer de se réinventer, mais l'idée d'être dans des projets, d'être dans le positif, d'être dans l'action, dans vos 3 business, ça devait être ça. Je veux dire que ce soit vous autres, Gaétan, chez Solio, il faut que la machine elle continue de rouler. Jean, la même chose, c'est de trouver des manières de pouvoir garder le positif dans une situation négative. Même chose chez vous, Serge, j'imagine. Fait que là, je vous lance la parole à un des 3, là, mais fallait se réinventer, on l'a entendu, mais carrément de garder le positif tout le temps. Oui, dans notre cas, c'est ce qui est curieux, c'est que des fois, on s'imagine que le sirop d'érable, c'est un produit de luxe. Puis, ce qui se passe dans les marchés en temps de pandémie ou dans des périodes comme ça, c'est que les gens, ils vont changer leur habitude, mais ils vont couper dans les grosses choses, dans les grosses dépenses qui normalement se feraient plaisir, ils se font pas plaisir. Fait que ça fait qu'ils vont rester beaucoup plus confinés. Ils vont rester. Fait que c'est que tous ces produits-là, les chocolats, sirop d'érable, des produits qui normalement, on aurait tendance à dire des produits haut de gamme les gens vont chercher leur petit plaisir dans ces produits-là. Fait qu'ils ont accès où? Ils avaient accès dans les pharmacies, ils avaient accès dans les épiceries. Le sirop d'érable, ça fait voyager les gens. Fait que dans tout notre réseau européen, c'était exceptionnel, là, les demandes qu'il pouvait avoir à ceux qu'il fallait qu'on se positionne. Fait que nous, c'était encore plus alarmant parce qu'il fallait qu'on produise avec des périodes qui avaient l'air à fonctionner, même que sur des états de produits. Dans le top 100 en France, dans certaines entreprises, le sirop d'érable sortait 3e, tout produit confondu, en dessous de l'eau de Javel. Ah oui. L'eau de Javel était 2e, le sirop d'érable était 3e. Fait que les gens voyagent dans le produit, fait que ça fait en sorte que nous, on avait... fallait que ça fonctionne, fallait que ça tourne, fallait qu'on mettait tout... Puis ici, pour répondre un peu à ta question, Lynn, c'est...
dans le fond, c'est un exemple comme ça, les parties de Noël. C'est les gens, on va-tu avoir quelque chose, des cadeaux de Noël à la place? On va-tu avoir... Nous, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a pris les commandes dans toutes les familles pour faire livrer justement du resto. Avec les commandes, avec les enfants, avec tout le monde. Fait que chacun, on était en Zoom comme ça. Fait que tout le monde avait l'écran de salon, on avait un animateur, on faisait tirer les cadeaux, mais tout le monde mangeait en même temps, puis c'était super. On était... fait qu'il faut savoir, un peu comme dit Jean, faut savoir se réorienter, il faut savoir être innovant, trouver des idées. Puis tu sais, on parle comme ça, on a la chance d'être sur une tribune pour le dire, mais comment il y a de gens aujourd'hui qui en ont rushé dans cette période-là, c'est épouvantable. C'est comment que ça peut être difficile pour certaines entreprises. Fait qu'à travers le sirop d'érable, vous avez continué à faire rêver le monde. Oui, oui, exactement. C'est ça que j'entends, là, tu sais, que vous réussissez à faire dans le quotidien, c'est continuer d'animer vos équipes pour qu'ils rêvent à demain et non pas de rester juste dans la pandémie. Oui. Nous, c'était évidemment différent, là, parce que compte tenu de la taille, mais je te dirais, ce que la pandémie a réussi, là, je vais utiliser, on a réussi à jazzer l'agroalimentaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens chez nous sont devenus fiers de rentrer à l'abattoir puis d'aller travailler pour nourrir le monde. Fait que ça, wow. On a cultivé ça, je te dirais, chez nos employés de première ligne, parce que faut pas oublier que sur les 16 000, c'est beaucoup d'employés de première ligne. Donc ça a été bien reçu. Puis compte tenu qu'on a mis beaucoup d'emphase sur la sécurité, bon, que ce soit avec la sécurité publique, etc., ça a été bon. Puis pour les cadres, on était en pleine planification stratégique, un peu comme Jean. On a déposé ça au conseil. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Là? Le plan, bien beau, un plan de croissance sur 5 ans, mais là, on rentre en pleine pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a pris la décision avec le conseil. On a tout simplement repositionné le plan stratégique. On a priorisé des choses. Là, on a même, avec ça, défini un plan de relance économique là, qu'on a présenté à peu près toutes les instances là, qui peuvent être importantes pour nous, c'est-à-dire les banquiers, les fonds d'investissement, les gouvernements, avec en mettant l'importance sur, entre autres, la numérisation, la productivité, s'assurer que les collectivités en région réussissent à bien vivre. Et puis, évidemment, dans notre cas, c'est important, là, toute la main-d'œuvre étrangère, là, l'accès à ça. Donc, on s'est servi de la pandémie pour sans dire se repositionner, mais pour avoir un plan qui fait que les exécutifs avaient envie d'avancer puis de dire, OK, correct, c'est clair, on est dans une pandémie, il faut travailler tout le monde, mais on a des objectifs long terme parce que sinon, je pense que pour ce groupe-là, de ne pas avoir d'objectifs, ça ne marche pas. Là. Mm-hmm. C'est intéressant. Et Jean, un peu la même chose? Oui, en fait, c'est ça. Au niveau de l'équipe comme telle, ben, nous, ce qui est difficile un petit peu en ce moment, moi, j'aime bien savoir où est-ce que je m'en vais. Mais là, je suis une compagnie publique en plus. Puis, d'arriver au conseil et de dire j'ai aucune idée de mon budget l'année prochaine parce que j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va réouvrir. C'est comme si on pilotait, là, mais pas avec les instruments. Là. On pilotait un petit peu sur le pif. Il y a eu des périodes, évidemment. Au début, je me rappelle, j'ai toutes mes notes encore. J'ai un dossier qui s'appelle COVID-19. Là, à un moment donné, je mettais tout là-dedans. Là, je me suis dit, je vais arrêter de mettre ça là-dedans. Là. On recommence à opérer avec ça. Mais j'avais un scénario de 2 semaines. Après ça, c'était 6 semaines arrêtées. Mais au début, jamais on aurait été pensé qu'on aurait arrêté quasiment un an complète. Fait qu'on s'ajuste avec la nouvelle information. Évidemment, quand tu connais, moi je suis un gars de finance de nature en plus, fait qu'évidemment, je connaissais ma structure de coûts, tous les loyers qu'on a, des engagements. Du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus. Ça peut finir vite aussi, l'argent que tu as mis de côté, puis l'équité que tu as mis de côté, cette solidité-là là, que tu n'as jamais douté une seconde. Moi, au début, j'ai regardé des scénarios de ce qu'on appelle un C36. Là. Si jamais tous les bailleurs me courent après puis les banquiers ne veulent plus nous aider, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez-vous, là, c'est une affaire que je n'ai jamais pensé en 25 ans quand j'ai dirigé cette entreprise-là. Il faudrait que j'évoque ça.
Ça a été des montagnes russes, je dirais, là, surtout les premiers mois, les premiers 3-4 mois. Mais là, aujourd'hui, on a quand même une certaine visibilité. La première fois qu'on a arrêté des restaurants, mon VP Opération m'avait texté, il dit « Comment tu penses que ça va baisser 20-25 » Je dis peut-être, mais ça avait baissé de 90 d'une shot. C'est comme un train qui rentre, qui allait à pleine vitesse, qui est rentré dans un mur et arrêté complètement. C'est sûr que là, c'est derrière nous. Puis comme on disait depuis le début, tout le monde dit ça, une bonne crise, il y a toujours des opportunités. Puis c'est ça qu'on souhaite. Là. C'est à cette crise-là, évidemment, c'est pas tout le monde qui l'aborde de la même façon. Mais il y a quand même des opportunités qui nous traînent. Puis je pense qu'on a réussi à date à améliorer des choses que peut-être jamais on aurait fait parce qu'on n'aurait pas eu le temps de le faire. Puis souhaitons là, que mes pronostics sont bons pour la suite puis qu'on puisse recommencer à travailler vraiment. Parce qu'on savait quand on réouvrirait au printemps là, que c'était peut-être fragile. Là. Moi, je m'étais dit l'automne va être dur en tabarouette là, s'ils n'ont pas de vaccin, la grippe qui revient, le mauvais temps qui revient. Puis effectivement, on l'a eu bien comme il faut. L'automne a été même plus dur que j'aurais pensé. Ils ont fermé beaucoup plus tôt que prévu en ce qui me concerne. Mais c'est sûr. Donc, mais évidemment, là, on commence à avoir un peu de lumière, puis on commence à pouvoir commencer à refaire des plans d'affaires, chose qu'on n'a pas faite depuis. C'était des plans hebdomadaires qu'on faisait, en fait. C'est ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est difficile quand tu as l'habitude de gérer à long terme. Oui, mais l'agilité, ce que j'entends, c'est beaucoup d'agilité que ça a demandé, puis de se revirer, puis d'être constamment au courant, au fait, pour bouger. Donc, c'est de bouger avec ou suivre la vague, parce que tu ne peux pas être con. Il faut que tu embarques avec, puis tu sois capable de naviguer. C'est tout ça que vous avez réussi à faire. Oui, en fait, c'est de comprendre un peu dans quoi qu'on est. Fait que tu vas chercher tes ressources aussi à l'extérieur, tu essaies de voir ceux qui sont en avance. Moi, je parlais avec des médecins. C'est quoi son feeling? La semaine passée, j'ai passé 1 heure avec un médecin. Comment il voit ça cet été? Pour essayer d'anticiper un peu, je ne veux pas non plus compter à mes gens des peurs. Regardez, là, ça va être parfait au mois d'avril, ça va être comme avant, tout ça. Je vais être vous donner le plus d'informations possible. Puis en même temps, bien sûr, ça nous permet de prendre nos décisions avec ce qu'on a de disponible, qui n'est pas nécessairement dans les médias traditionnels tout le temps non plus. Là, je pense d'avoir du recul, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, de s'informer, ça peut aider pour prendre les meilleures décisions. On gère vraiment à court terme. J'ai vraiment géré si à court terme que ça. Là, moi, dans 3 semaines, je ne sais pas c'est quoi qui va se passer dans mon agenda. Là. Non, c'est ça. Je ne suis pas habitué à ça du tout. Là. Mais on va peut-être réouvrir, peut-être qu'on va se reconfiner, on ne sait pas. Est-ce que je te lance la question à toi, Jean, mais j'invite Gaétan et Serge à répondre aussi. Est-ce qu'en tant que leader, en tant que gestionnaire, ça a revu vos façons de faire, puis vous avez, tantôt tu parlais d'innovation, puis de rêve, puis de capitaliser sur le positif. Est-ce que ça, c'est ressorti encore plus fort? Nous, on parle du mieux manger, mais ça a-tu fait prendre des directions différentes pour venir s'appuyer, puis être plus présent, justement, au niveau de l'humain? Oui. En fait, il y a 2 choses que ça a fait. Ça a accéléré ce qu'on pensait qu'il arriverait. Tout ce qui est la technologie, le paiement par carte de crédit, l'achat local, la livraison, les take-out, le prêt à cuisiner. C'est des choses qui étaient comme un peu en balbutiement juste avant la crise, mais qui se sont accélérées. C'est quelque chose qu'on aurait vu sur 5 ans arriver, ils sont arrivés en 6 mois. Puis ça va rester. Moi, je pense que je dis à mes gens qu'il faut voir un peu la façon qu'on va servir la nourriture même dans nos salles à manger. Ça s'est accéléré. Mais l'élément, je pense, le plus crucial, c'est vraiment, je pense, le care avec les employés qui va être encore plus important. Même si je pense que quand on va réouvrir, on va être occupé. Moi, je pense que les gens vont s'être ennuyés, beaucoup de nous. Et le danger qui nous guette, c'est ça que j'ai à mes gestionnaires, c'est que là, il va falloir quand même que vous preniez beaucoup plus de temps qu'avant pour vous occuper de votre monde. On va se ramasser avec des gens là, qui n'auront quasiment pas travaillé depuis 1 an, qui vont être déboussolés, qui ne vont pas nécessairement revenir psychologiquement top shape comme il était le 12 mars quand on les a laissés. Puis ils vont avoir la mèche courte. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, ils vont réessayer, c'est trop de stress ou il n'a pas été fin avec moi, ils vont changer.
Fait que oui, ça va changer beaucoup notre façon de se comporter avec nos employés de notre côté. En tout cas, moi, je le vois que ça va être un facteur de succès. Il va falloir être tolérant, accepter des choses peut-être qu'on n'acceptait pas, des écarts, des retards. Je m'attends, je fais toujours une anecdote, puis je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais quand on a réouvert 14 semaines après avoir fermé, là, le monde était parti en vacances à PCU. Fait qu'il y a personne, c'est pas grave. 2 mois, je veux dire, c'est pas si pire que ça. Moi, j'ai même des directeurs gérants, quand ils ont réouvert le restaurant, ils ne se souvenaient même plus comment ouvrir les TV. Ça faisait 14 semaines, ils ne se souvenaient plus le piton, il était où, puis tout ça. Fait que cette fois-ci, on va être mieux préparé pour la deuxième réouverture, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des gens beaucoup plus affectés, psychologiquement plus sensibles. Il va falloir faire attention. On ne pourra pas gérer comme on gérait avant la crise. En tout cas, pas à court terme. Oui, moi, c'est vraiment, on est dans 2 secteurs complètement différents, même si on est complémentaires, là, parce que j'imagine que c'est plus comme Serge. Nous, vraiment, ce qui est clair, c'est que le télétravail va se mettre en place. Ça, c'est très, très, très clair. Et puis, vraiment, on va accélérer chez nous, en tout cas, tout ce qui est automatisation, augmentation de la productivité, toute l'intelligence artificielle qu'on veut rentrer dans nos usines absolument, parce que nous, une des choses qui nous a vraiment touchés, là, c'est les travailleurs de première ligne. Ça, là, on a vu, là, parce que tout simplement, de par la démographie, le veut pas, c'est un défi important pour nous autres. Donc, pour nous, là, c'était le reality check de dire, OK, bon, le télétravail, ça se met en place, tout le monde est d'accord. Du jour au lendemain, on est passé tout le monde en télétravail. Mais c'est surtout au niveau des usines, tout ce qui est vraiment augmenter la productivité, avec moins de dépendance avec la main-d'œuvre, surtout la main-d'œuvre étrangère là, qui est pas simple là, à faire venir avec présentement les législations qui arrivent. Puis, dans notre secteur, l'agroalimentaire, c'est très, très important. Là. On pense au niveau de la ferme, puis dans les usines, c'est les 2 facteurs clés. Là. Mais un des points, je pense, c'est que vous avez besoin, s'il faut abattre, il faut abattre. Tantôt, on discutait un peu en ligne, c'est ça, le cochon, à un moment donné, quand il est rendu à un certain poids, il faut faire quelque chose. Fait qu'on n'a pas la main-d'œuvre de première ligne, c'est là où ça peut changer complètement les opérations logistiques. Là. Puis nous, c'est ce qui nous a affectés, parce que le fait qu'on ait moins de monde sur la ligne, on était capable de moins faire de valeur ajoutée. C'est-à-dire, un des moyens pour réussir à abattre plus de cochons, ben, c'est que au bout de la ligne, tu le coupes moins en petits morceaux, là, si je peux prendre une image. Donc, si on faisait de moins de porc chill qu'on exporte, entre autres, au Japon, bien évidemment que ça a affecté directement la ligne d'en bas, parce que c'est comme dans toute industrie, moins qu'on transforme le produit, plus que la marge est mince. Donc, nous, c'est comme ça que ça nous a affecté. C'est pas au niveau de ce que Jean a vécu, mais c'est vraiment au niveau de la productivité et de la main-d'œuvre qu'on avait besoin pour faire les coupes, là, des coupes plus nobles et des coupes qui sont à valeur ajoutée. Puis, est-ce que, Serge, est-ce que c'est un milieu entre Jean et Gaétan, ce que vous avez vécu, ou c'est plus proche de ce que Gaétan ou l'un ou l'autre? Je dirais que c'est plus proche de Gaétan, dans le sens que tout se base sur la productivité aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre. Il faut arriver à la main-d'œuvre, surtout au Québec. C'est quand c'est rendu très rare. Fait que dans le fond, l'effet une entreprise qui va se démarquer par l'effet de sa qualité d'employé, c'est certain qu'il y a un gain à faire là. Puis de faire en sorte que de rendre une usine 4.0. Dans notre cas, on avait comme le projet s'est fait sur cette base-là, de la productivité. Fait que c'est une usine neuve de 2019 avec les meilleures technologies. On est tout entièrement sur SAP. Ça fait en sorte que c'est là qu'on se rend compte des moves qu'on a fait qui étaient très intéressants, parce que le but, c'est que ça produise le plus efficacement possible, mais veut pas avec le moins de dépendance possible à la main-d'œuvre. Puis c'est exactement comme Gaétan vient de le dire, c'est là qu'on l'a d'en face, quand on se rend compte que les gens... Je pense que mon petit garçon aujourd'hui, là, où je dois rester à la maison, des affaires comme ça, c'est de dealer avec ça, c'est quand même pas évident, puis on comprend chaque personne, puis on veut pas prendre de chance avec ça. C'est toute une période. Je veux dire que c'est toute une période, mais regarde, on fait... faut voir la lumière au bout du tunnel, il faut avancer là-dessus.
c'est sûr que ça a des influences sur les choix qu'on va faire dans le futur. C'est là qu'on voit aussi les marchés étrangers, l'effet d'avoir une diversification de marchés. Ben, c'est là que ça peut être intéressant aussi dans des périodes comme ça. On voit qu'un pays peut facilement fermer ses frontières. Puis si on est dépendant de ces endroits-là, ben ça peut avoir une influence, un gros impact sur le futur. C'est un excellent point, c'est ça. C'est que une des choses que vous me dites tous les trois de façon différente, c'est qu'on apprend à gérer plus court terme que juste du long terme parce que les paramètres changent constamment. Fait que quand tantôt je disais agilité, c'est une des qualités qui a dû ressortir le plus chez chacun de vous de façon différente. J'en conçois, mais on dirait que c'est ça qui ressort parce que tu peux avoir un abattoir qui t'appelle pour dire « Oups, j'ai 2 cas, qu'est-ce que je fais? Faut que tu sois capable de réagir. » C'est comme ça que vous gérez votre quotidien, j'imagine? Non, puis on n'avait pas le choix aussi parce que ça reprend cet exemple-là. Là, on avait le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, qui nous appelait quasiment tous les jours. À un moment donné, il appelait mon président, il appelait tout le monde pour s'assurer qu'on abatte les cochons. Fait que là, d'un bord, on avait de la pression parce qu'évidemment, nous aussi, on doit livrer des résultats financiers, même si on est une coopérative. Là, on n'est pas un organisme à but non lucratif. Fait qu'il fallait livrer. Puis de l'autre côté, on avait de la pression du gouvernement puis de dire « faut que tu abattes tes cochons ». Fait que ça n'a pas été toujours des choix si faciles que ça, là, de part et de l'autre. Comme tu dis, on opérait au quotidien et puis on réagissait. Là. Puis est-ce que vous pensez que si, mettons, un bilan jusqu'à maintenant, là, on peut faire un bilan d'après 10 mois de pandémie, est-ce que ça, c'est un caractère favorable, je ne sais pas si le bon favorable est le bon, là, mais positif qui ressort de devenir un Québec plus agile, un Québec qui est capable de se revirer, d'innover, on peut-tu quasiment dire que c'est positif, d'une certaine manière, de pouvoir développer ça chez nos dirigeants, chez notre leadership, dans notre leadership? Bien, moi, je pense que oui. Là, je veux dire, c'est sûr. En tout cas, je vais parler pour nous, là, qu'on est dans les commodités ou en plus. Là, je veux dire, c'est vraiment un avantage concurrentiel important de pouvoir te revirer de bord parce que la journée où la Chine dit « je ne veux pas avoir tes cochons », on parle de souveraineté alimentaire, mais n'oublions pas que l'exportation est aussi importante là, dans le portefeuille de l'agroalimentaire au Québec. Ben, tu n'as pas le choix. Là, quand le bateau est sur la mer puis que l'autre à l'autre bout dit qu'il n'en veut plus parce qu'il a trouvé je ne sais pas quoi là, dans une pièce de porc, ben, fait que moi, je suis convaincu que cette agilité-là qu'on a développée, qu'on a réussi à mettre en place puis à embarquer tout le monde, ça va nous rester puis ça va être profitable, c'est sûr. Peut-être, juste pour ajouter en parlant d'agilité, évidemment, nous, quand tout a arrêté, bien, c'est toute la restauration complète. Ça a eu un impact, là, ces entreprises à Gaétan, en fait, parce que je sais qu'il y a une partie de ce qui est produit au Québec qui est distribué via la restauration. Puis, quand on nous a parlé de retour à réouvrir les salles à manger, une de mes inquiétudes, c'était d'avoir encore nos fournisseurs qui étaient là. Puis, tu sais, je voyais mon fournisseur de fruits et légumes se réinventer en faisant des boîtes pour les clients de maison, puis tout ça. Puis, finalement, j'ai trouvé que l'industrie comme telle, en général, c'est quand même bien reviré de bord. Je pensais à mon distributeur alimentaire qui, lui, tu sais, je ne sais pas vous rappeler, mais c'est un jeudi que c'est arrivé. Le jeudi, habituellement, les restaurants, soit qui ont des grosses commandes qu'ils ont faites chez leurs fournisseurs ou leurs inventaires sont pleins. Après, imaginez-vous, là, tu sais, tu es un distributeur alimentaire, tu as un paquet de périssables dans tes camions, puis tu arrives, puis tous tes restaurateurs, tes clients, du jour au lendemain, ils disent « je ne prends pas ma commande. Demain, on nous coupe nos salles à manger de 50 ». Ils se ramassent avec un paquet d'inventaire puis de périssables. Ils ont dit « ça va être les tacons ». Et non, ils sont réinventés, ils ont trouvé des nouvelles façons de distribuer leurs produits en attendant. Finalement, ça les a permis de repartir la machine. Puis, cette fois-ci, je suis moins inquiet parce que je les vois qui ont continué à se réadapter. Puis, on devrait être capable de compter sur la majorité. Évidemment, tu sais, tout ce qui vient de l'extérieur, ça peut être problématique. Là. On pense, il y a certains produits là, qui vont être plus difficiles à rentrer ici au Québec. Mais en même temps, je pense que l'achat local
Ça va être quelque chose qui n'est pas juste une mode, là, mais qui va être une façon d'être maintenant. Moi, je pense que ça va être positif définitivement. Nous, c'était quelque chose qu'on avait mis en place beaucoup, puis qu'on sent que les clients cherchent beaucoup. Je prends juste les poissons en Gaspésie. Les meilleurs thons quasiment au monde sont pêchés en Gaspésie. Ils étaient tous vendus au Japon et aux États-Unis. Cette année, ils n'ont vendu beaucoup plus ici au Québec. Probablement que ça va avoir un impact sur notre économie alimentaire définitivement positif. Mm-hmm. Puis, Serge, de ton côté? Moi, je pense que oui, sur ce côté-là, je pense que ça peut nous indiquer que tout ça, c'est fragile. Hein? Puis plus on va mettre des investissements au niveau d'une souveraineté alimentaire, si c'est un grand mot quand même, mais si on peut faire des pas vers ça, puis de faire en sorte qu'on s'alimente, puis qu'on ait cette sécurité-là qui est directement à l'intérieur de nos frontières, c'est sûr que c'est majeur. Puis tu sais, en même temps, moi, sur le coup, quand ça allait arriver, moi, je me suis dit, on est une usine de sirop d'érable, on ne sera pas considéré comme essentiel. Tout le monde s'inquiétait un petit peu de ça. Puis là, on se rend compte à un moment donné qu'il n'y a pas de normes au niveau de... Il n'y a pas d'étage. Tu es alimentaire ou tu ne l'es pas. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que on a une usine à fine pointe de technologie qui est capable de mettre un liquide dans une bouteille selon des normes environnementales, des normes des normes au niveau international du BRC, tout ça. C'est ça aussi qui a une valeur. Dans le fond, c'est que les gens veulent pas, le gouvernement ne veut pas qu'une usine comme ça ferme, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il nous aurait j'ai reçu un téléphone, puis qu'il aurait dit aujourd'hui, vous allez embouteiller une sorte de du potage protéiné qui va faire en sorte que ça va aider la population. On l'aurait fait. À un moment donné, c'est ça aussi des usines alimentaires. C'est pas juste le produit de base, c'est que ça garde une réserve d'équipement puis de main-d'œuvre formée prêt à l'action. Ben, c'est drôle, vas-y. Sa souveraineté alimentaire, là, puis je suis d'accord avec ça, puis j'imagine que Serge va être d'accord aussi. Il ne faut pas oublier les exportations. Je veux juste faire un bémol, parce que là, tout le monde triple consommation locale. Là, je suis bien d'accord, mais on ne fera pas pousser d'ananas au Québec, en tout cas pas à court terme. Là, puis il faut s'assurer d'être, dans ce qu'on produit, d'être les meilleurs. Puis j'endosse le point si on pense au sirop d'érable, d'être les meilleurs, puis de le transformer le plus possible au Québec. Puis d'avoir une balance commerciale qui s'équilibre, bien pour ça, il faut exporter. C'est juste le point que je voulais faire. N'oublions pas ce secteur d'activité-là qui est important là, dans le PIB du Québec. Majeur, parce que les volumes de l'exportation font en sorte qu'on est capable de s'équiper puis d'avoir des machines performantes qui font en sorte que les produits sont rendus abordables aussi. Ça, tout va ensemble. Hein, c'est exactement. Jean, as-tu cette même réalité-là de ton côté? En fait, par rapport à tout ce qui est la souveraineté alimentaire, moi, je pense que, tu sais, je pense qu'on a d'excellents produits au Québec, d'excellents talents qui sont mal connus. Je prends l'exemple du vin québécois, tu sais, là, 5 ans, tu sais, vin québécois, on fait du vin au Québec, puis tout ça. Puis quand tu t'en fouiller un petit peu, tu enlèves de côté les mauvais paradigmes qu'on a. On est pas mal meilleur qu'on pense à bien des égards dans bien des secteurs. Puis ça, je pense que c'est une chose que ça va faire la crise, c'est que ça va nous faire découvrir des produits qu'on fait ici qui sont bien, que souvent les gens apprécient plus à l'extérieur que chez nous. Puis évidemment, moi, je suis d'accord avec Gaétan. Je suis un des premiers qui me disait si je peux faire une bonne job au Québec avec mon concept et l'exporter à l'extérieur de la province, au bénéfice de mes gens ici, ça fait travailler encore plus de monde, ça fait travailler encore plus mes partenaires. Why not? Là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est savoir c'est quoi nos forces au niveau alimentaire, puis aller chercher le maximum de ça pour la population, que ce soit vendu sur notre territoire ou à l'extérieur.
Et là, tu as tellement raison, puis je pense qu'à un moment donné, il y a un bel équilibre. On a des excellents produits ici au Québec, puis tout est une question d'équilibre. Je pense qu'on a besoin de l'exportation, c'est quelque chose d'important, et on a besoin de valoriser des produits qu'on a ici. Puis je pense que on regarde ce qui se passe présentement, et c'est peut-être cet équilibre-là qui, le souhaitons-le, va se rétablir. Et peut-être aussi, puis comment vous voyez le travail ensemble. Je m'étais pris j'ai l'impression qu'il y a eu une vague de solidarité qui s'est passée entre les entreprises. Gaétan, tantôt, tu disais, wow, l'agroalimentaire a acquis ses lettres de noblesse avec la pandémie. Enfin, merci. Est-ce qu'il y a une vague de solidarité encore plus forte entre les joueurs de l'agroalimentaire ou avec d'autres joueurs que vous avez senti aussi qui s'est amené avec ce qu'on vient de vivre? Moi, je pense qu'elle était là avant, là, parce que le secteur agroalimentaire, c'est quand même un petit secteur d'activité, là, toutes choses étant égales, là, puis c'est assez serré parce que, en tout cas, moi, je pense qu'on se connaît tous là, dans le secteur agroalimentaire, mais par la pandémie, je pense que c'est vrai pour nous autres, mais c'est vrai pour tout le monde. Je pense que tout le monde a décidé de se serrer les coudes et de dire comment est-ce qu'on peut s'entraider entre nous autres. Là. Fait que la pandémie a probablement accéléré ça là-dessus, j'en conviens. Peut-être de notre côté, moi, puis ça, je le dis souvent à mes collègues, parce qu'on s'est beaucoup rapprochés, évidemment. On avait un combat commun, c'est de réouvrir nos salles à manger. Mais une chose que j'ai réalisée, puis je le disais souvent, c'est que je pense que les gens ont réalisé l'importance des restaurants dans le quotidien de la vie, tu sais. Tout le monde s'ennuie de ça, puis je pense qu'on était pris un peu pour acquis. C'est souvent qu'on te prive de quelque chose que tu étais comme habitué de faire, que c'est là que tu réalises l'importance qu'on a, autant au niveau du consommateur, je dirais, qu'au niveau de la chaîne alimentaire. Parce que moi, il y a beaucoup de mes fournisseurs, mes fournisseurs qui me disent « Oui, je vends plus à l'épicerie, mais j'aimerais ça être capable de distribuer mes produits, pas juste dans ce canal-là. Ça fait bien mon affaire d'avoir cette industrie-là également. » Et notre absence, entre guillemets, je pense, a quand même mis en valeur l'importance de la restauration. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, puis tu sais, je trouvais souvent que ce qu'on disait de la restauration, bon, c'est du monde qui ne paye pas leurs impôts, le MAPAC est là, puis tu sais, c'était toujours un petit peu souvent négatif. Moins pire dans les dernières années parce qu'on avait commencé à mettre en valeur le travail des chefs et tout ça. Et là, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que l'industrie s'est très bien comportée quand on a fait la réouverture. On avait pris ça très au sérieux, toute cette histoire on s'était adapté. Donc moi, je pense qu'à long terme, la restauration va quand même être gagnant de tout ça parce qu'on va être capable maintenant, puis on va pouvoir le dire qu'on fait vraiment partie du quotidien des gens, qu'il s'agit d'enlever des restaurants pour que les gens se rendent compte comment ça leur manque. Moi, je suis un gars positif de nature, puis quand mes fournisseurs me disent on a hâte de vous réouvrir, même si on vend au niveau de la bière, au niveau de toutes les choses comme ça, on fait une partie importante de l'alimentation, je dirais, au Québec. Là. Non, mais tu as complètement raison, Jean. Je veux dire, nous, évidemment, puis on le sait, la volaille au Québec, dans la restauration, c'est important. Juste pour vous montrer un peu l'impact que ça a eu, les producteurs ont dû réduire leur production de volaille. Parce que si tu ne produis pas, si tu ne vends pas, ça n'a rien à produire. Puis ça a eu des effets aussi sur toutes les régions du Québec. T'sais, tout le monde, on parle de souveraineté alimentaire, mais on parle aussi de la vitalité des régions. L'agroalimentaire, là, c'est ça qui fait vivre les villages au Québec. Là. C'est pas, j'ai rien contre l'industrie du vidéo, ces choses-là, là, mais ils s'établissent pas à Saint-Pascal de Kamouraska, ces business-là. Là. Ils sont pas là. Fait qu'il y a tout un tissu super important que les gens ont réalisé l'importance, puis là, je reviens à l'importance de la restauration. Oui, moi, je pense pour le mental aussi, là, ça. En tout cas, moi, je fais partie de là. Mais il y a aussi tout le volet vraiment complètement valeur là, que ça a touché. Là, puis je vais peut-être aller plus loin. Tu sais, j'avais, mettons, des propriétaires d'hôtels puis de spas qui me disaient, Jean, depuis qu'on a fermé les restaurants, là, dans nos établissements, c'est plus la même expérience. Fait que, tu sais, on fait vraiment partie du quotidien des gens, puis là, on va pouvoir le dire encore plus. Puis je pense que les gens vont apprécier beaucoup quand on va réouvrir notre présence encore plus. Puis nous autres, ben, ça va nous permettre de dire que, tu sais, on
on peut, je pense, au niveau mental, Gaétan, évidemment, tu sais, quand je parle à mes chums qui sont en Floride au restaurant, pendant que moi, je suis ici, je me dis, ouais, malheureusement, je ne peux pas aller les retrouver, mais ils sont chanceux, puis c'est comme rendu un privilège d'aller au restaurant. Ça va l'être au retour également. Ouais. Bien, on savait qu'on avait besoin de l'autre, mais toute la filière, on sent encore plus son importance à tous les niveaux. Puis c'est le fun de voir que En tout cas, je répète qu'enfin, l'agroalimentaire reprend sa place et que là, elle ne sera pas prise pour acquis, mais qu'elle devient un bien essentiel encore plus valorisé par ce qui se passe présentement. Et c'est possiblement la dernière question, puis je vais closer avec ça, mais on sent que la pandémie a fait tomber certaines frontières, c'est-à-dire, on dirait que tout ce qui est numérique, on voit qu'il y a des entreprises, puis Jean, vous l'avez fait aussi, d'envoyer les produits par la poste ou via des canaux différents. Donc, il y a des barrières qui ont un peu tombé. Est-ce que vous pensez que toutes ces barrières-là, puis vous l'avez un peu répondu, mais je reviens là-dessus, entre les intervenants ou l'amélioration de l'offre alimentaire, parce que c'est ça aussi, sentez-vous que on va aller encore plus loin là-dedans? Parce que nous, dans les sondages ou dans les produits qu'on a vus cette année, on a eu une participation record, malgré le fait qu'on était en virtuel. Et on se rend compte que l'amélioration de l'offre produit, elle est exceptionnelle cette année. Fait que c'est du travail qui s'était fait avant, mais il y a comme quelque chose d'encore plus rapide. Donc, c'est peut-être mon point. Tout est accéléré en même temps qu'on a plus de temps. C'est comme une rapidité très grande d'un côté, mais un temps d'arrêt d'un autre côté. Et les deux cohabitent ensemble dans notre quotidien, puis font un peu qu'on se réinvente. Fait que, comment vous voyez ça de votre côté, ces deux parallèles-là? Ben, moi, peut-être au niveau de la technologie, je peux peut-être vous donner une anecdote. Évidemment, nous, avant, quand on voulait distribuer un produit, c'était via nos menus physiques. Et tu sais, c'est un menu quand même qu'on faisait qui était très coûteux. Et quand on mettait un produit, on voulait s'assurer de l'avoir, puis parce qu'on ne change pas de menu à tous les mois, il faut les imprimer, tout ça. Puis j'avais toujours mon anecdote. Maintenant, on avait fait affaire avec un petit producteur de truite, puis la truite avait été tellement populaire qu'après un mois, on n'avait plus, puis on avait encore dans le menu, puis je disais, on va mettre un collant, on a vidé le lac, là, parce qu'il n'en reste plus de poissons. T'sais. Et là, nous, ça faisait en sorte qu'on était très prudents avant de faire affaire avec des petits producteurs, parce qu'on se disait, si j'imprime un menu, puis il est pas capable de me fournir. Avec la technologie, là, à cause de cette COVID-là, maintenant, il n'y aura plus de menu physique, ça va être un menu à 95 %. Ça va nous permettre de rentrer des produits de beaucoup plus petits producteurs. On n'aura pas peur parce que s'il en reste plus, ben, on l'enlève de l'application puis on n'a pas le problème de réimprimer des menus. Je pense que ça va avoir, ça va nous permettre d'être beaucoup plus flexible, d'amener des produits saisonniers encore plus facilement, des produits de plus petits producteurs, sans avoir cette crainte-là de dire ben, si je le mets sur le menu, puis dans un mois, il n'en reste plus, je suis pogné avec ce menu-là encore 3 mois, puis je suis capable de le fournir. Fait que ça, c'est un point très positif de toute cette technologie-là qui va nous permettre d'accès à des produits qu'on n'aurait jamais pensé mettre sur notre réseau avant la pandémie. Fait que je pense que c'est positif pour ça. Excellent. Gaétan, Serge? Ben moi, ce que je peux dire, c'est vraiment la pandémie nous a permis de réaliser que chaque maillon est important. Et chacun a sa place, puis que vraiment, on peut développer des super belles affaires au Québec, puis ça fonctionne. Faut voir le côté positif de cette crise-là. Effectivement. Serge? Oui, exactement. Il faut se servir de la technologie qui avance, puis des fois, c'est un peu plate parce que c'est moins personnel, comme là aujourd'hui. J'aurais aimé ça donner la main à Jean, puis à Gaétan, puis... Mais regarde, ça fait partie de la game. Il faut apprendre de plus en plus à vivre avec ça. Mais il y a du positif dans tout. Hein. Il s'agit de bien évoluer. Puis je pense que tout le monde est dans le même bateau. Puis on a tout hâte de sortir de là. Puis de faire en sorte que ça marche.
En tout cas, la technologie, vous l'avez dit de facto au début, l'humain a repris sa place malgré tout parce que ça l'a incité à devenir plus en contact avec nos équipes ou à travailler avec les équipes de façon différente, donc être plus en relation. Ça a fait augmenter la logistique d'une certaine manière, puis amener des nouvelles façons de faire qui vont nous permettre justement d'être plus agiles ou plus efficaces, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ça a ramené une partie du local et en même temps, ça nous a permis de dire « Oh, l'exportation est importante, puis il faut mettre de l'emphase aussi là-dessus. » Fait que c'est comme le mot d'ordre de fin, c'est quasiment de trouver un sain équilibre à l'intérieur de tout ce qui s'est passé, puis utiliser la technologie, mais être proche de l'humain, être local, mais garder les exportations, travailler ensemble. Chaque maillon de la chaîne est super important. Fait que faut rester tout le monde équilibré parce qu'on a tous besoin d'un de l'autre. Fait que j'ai quasiment le goût de dire wow, quel beau topo on vient de dresser pour dire que tous ces éléments-là sont hyper importants dans ce qu'on vit présentement. Merci. C'est un bon résumé. Oui, c'est un bon résumé. Merci à chacun de vous et vous êtes des leaders inspirants pour avoir traversé à travers cette pandémie-là, comme vous venez de nous le dire. Chacun dans vos tailles d'entreprise respectives, il fallait être capable de pouvoir user beaucoup de résilience puis de rebondissement. J'espère qu'on va pouvoir se reparler dans quelques semaines et dans quelques mois et se dire « Wow! » Tous nos projets, toutes nos innovations, tout ce qu'on a pensé, bien, on l'a mis à profit. Les restaurants sont ouverts, la chaîne de distribution est repartie, la logistique a repris son cours, puis la communication au sein de nos établissements, bien, sont parfaits. Fait que je nous souhaite, oui, Serge, de nous voir en personne, de pouvoir se saluer en personne. Mais entre-temps, on a fait une belle... Aujourd'hui, c'était le fun de vous voir comme ça, puis j'ai hâte de vous voir et vous serrer la main la prochaine fois. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye bye. Bye. Les Journées Dux se poursuivent en ligne jusqu'au 28 février prochain. Consultez l'agenda pour découvrir l'ensemble des contenus à voir et à revoir. Inscrivez-vous sans tarder sur la plateforme Braindate pour vous joindre à des discussions enrichissantes ou créer vos propres rencontres. Une occasion unique de tisser des liens d'affaires du 1er au 4 février.